L'Atoll vous présente votre magazine L'écho de l'Anjou. L'Atoll Angers-Beaucouzé, 60 magasins dédiés à l'univers de la maison, la déco, la mode, la famille, les loisirs et la restauration. L'Atoll, un nouveau monde de shopping. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec votre magazine économique. Cette semaine, nous allons, si vous le voulez bien, partir à la rencontre des professionnels de la construction, un secteur qui, vous le savez, est un des maillons essentiels de l'économie locale, mais qui est aujourd'hui confronté à des inquiétudes, voire à de réelles difficultés. Pour faire le point sur ce dossier, 4 invités sont présents sur notre plateau. Tout d'abord, Jean-Christophe Louvet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale des travaux publics. Alors quand on parle de travaux publics, il y a de nombreux métiers derrière ce terme. Oui, une trentaine au total, qui vont effectivement des métiers les plus élevés dans la hiérarchie, tous nos ingénieurs, qui sont mondialement connus. Et puis effectivement de nombreux salariés, plus de 70% de la population qui travaillent chez nous et qui œuvrent tous les jours sous les yeux de l'ensemble de vos auditeurs. Avec des engins de chantier assez spectaculaires. Régis Rousseau, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la Fédération départementale du bâtiment, ici en Maine-et-Loire. Alors là encore, il y a de nombreux corps de métier derrière cette fédération. Effectivement, il y a de nombreux corps de métier. Il y a aussi un nombre conséquent. Ouais, un nombre conséquent d'emplois à la clé. Et effectivement, je suis là pour en parler. Beaucoup de difficultés pour maintenir cet emploi. Mais il n'y a pas que des difficultés, il y a des raisons d'espérer et des forces vives dont on reparlera au cours de cette émission. Patrick Lecomte, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, la construction, c'est aussi des carrières, des matériaux, et ça tombe bien puisque vous êtes le président régional de l'UNICEM. Alors oui, l'UNICEM, donc c'est en fait 19 syndicats qui sont regroupés dans une fédération. Les deux principaux sont les carrières, l'Union nationale des producteurs de granulats et le syndicat national de béton prêt à l'emploi, les toupies, ces camions qui viennent livrer sur les chantiers pour approvisionner ceux des bâtiments qui en ont besoin pour pouvoir construire pour nos citoyens. Et puis pour compléter ce tour de table, il fallait bien évidemment qu'on ait un représentant de la maîtrise d'œuvre. C'est vous, Laurent Rosset, qui êtes chargé de ce secteur, puisque vous êtes le président de Novabuild. Alors on va d'abord faire un petit peu de pédagogie, expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est Novabuild. Voilà, donc bonsoir à tous. Novabuild, c'est donc le pôle éco-construction en Pays de la Loire. Il regroupe 230 adhérents aujourd'hui, entreprises et collaborateurs divers et variés. Nous avons d'ailleurs autour de cette table, nous sommes tous membres de ce réseau. Nous réfléchissons ensemble à toutes les questions qui interrogent notre filière aujourd'hui. La transition énergétique, le logement accessible, les réseaux intelligents. Et voilà, toutes ces questions-là qui vont être débattues, je pense. Dont on va effectivement reparler. Alors, on va, si vous le voulez bien, tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un premier témoignage dans cette émission. Il s'agit de celui de Jacques Farison. Il est le président départemental de la Fédération des travaux publics et nous lui avons demandé une photographie, une sorte d'état des lieux du secteur d'activité qu'il représente. Je vous propose d'écouter son témoignage et bien évidemment ensuite nous compléterons avec les autres invités présents sur notre plateau. Pour dresser un état des lieux et un diagnostic, c'est assez facile parce que on est en situation extrêmement difficile pour les entreprises de travaux publics dans le Maine-et-Loire. La situation exige un cri d'alarme. C'est un petit peu la démarche que nous avons entreprise au niveau national, mais au niveau local aussi. La situation des entreprises est telle que la baisse des carnets de commandes induit une baisse d'activité qui en moyenne est à peu près 10% sur cette année. Également, une concurrence qui devient féroce, puisque les entreprises ont des problèmes de plan de charge et donc une baisse des prix. La contraction des deux fait que certaines sociétés de taille moyenne, peut-être 70-100 personnes, peuvent se retrouver aujourd'hui en difficulté. Alors le paysage est assez contrasté, donc effectivement c'est pas la banqueroute générale de toutes les sociétés, mais il y a quand même des premiers signes d'entreprises qui sont vraiment en difficulté et ça devient très très inquiétant puisque depuis les années 80 ça n'était pas arrivé. Alors, un cri d'alarme, c'est le terme employé par Jacques Farison pour le secteur des travaux publics. Est-ce que le cri d'alarme est également valable pour le secteur du bâtiment ? Oui, malheureusement, je ne peux que dire oui.
Je ne sais pas si vous avez regardé le courrier d'Ouest de jeudi. Il y a une entreprise du bâtiment de 78 salariés qui vient de... L'entreprise de Saint-James-sur-Loire. Exactement. Et en gros, il y a une centaine d'emplois à la clé, 78 le concernant directement, mais à mon avis, avec l'effet domino engendré, on peut peut-être arriver jusqu'à une centaine de salariés. De toute façon, ce jour-là, malheureusement, il y avait une centaine de salariés avec les autres entreprises qui ont déposé le bilan dans le secteur du bâtiment. Oui, alors Jacques Farison nous dit on n'a pas connu cette situation depuis les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Christophe Louvet ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est encore dans cette... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je pourrais vous parler des années 80, mais je vais me contenter de vous parler de ce qui se passe maintenant, même si malheureusement, ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé en 80 revoient le même scénario se développer, et on a beaucoup d'éléments qui permettent d'établir ce parallèle. Ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de la crise économique de 2008, on a vu une crise qui ne nous avait pas touché, nous, à ce moment-là, directement, nous, TP. Le bâtiment a été touché beaucoup plus rapidement que nous, du fait de son rapport et de sa dépendance un peu plus prégnante de la commande privée. Nous, à ce moment-là, on travaillait, on était sur des projets à long terme et on tournait encore. Il y avait des grands chantiers. Il y avait des grands chantiers, notamment exemple, le tramway qui était en route. Donc on n'avait pas, à cette époque-là, de raison de se plaindre. Au sortir de cette période et de ces grands chantiers, on a vu effectivement, sans doute par nécessité, des donneurs d'ordre publics réduire drastiquement leur budget, au premier rang desquels le département. Les départements, devrais-je dire, mais c'était le plus dur était dans le département de Maine-et-Loire. Et on a vu, dans un premier temps, les budgets, les projets d'investissement disparaître, mais pire et beaucoup plus inquiétant, les budgets d'entretien se réduire. Et là, donc, les chiffres qu'évoque mon collègue Jacques Farison, de 10%, on les a eus plusieurs années de suite. La contraction et le lien est direct et il est quasiment de 1 pour 1. 1% de travaux en moins, c'est 1% d'effectifs en moins. Il y a une corrélation immédiate. Pour l'instant, effectivement, et c'est ce qu'on me dit régulièrement, oui, mais dans les chiffres des entreprises, ça ne se voit pas. Ça se voit, malgré tout, puisqu'on a déjà eu une chute de quelques pourcents des effectifs, mais les entreprises ont fait en sorte de tenir. Pour l'instant, la variable d'ajustement, ça a été l'intérim, qui était traditionnellement autour de 15%. Aujourd'hui, elle est inférieure à 5%. Donc là, les chiffres, le nombre d'employés a réduit, le chiffre est en train de réduire. Le problème commence à se poser au niveau de l'encadrement et de la puissance des forces vives de l'entreprise. Comment, en maîtrise d'œuvre et en matière de fourniture de matériaux, se matérialisent ou se concrétisent ces difficultés ? Patrick Lecomte. Écoutez, comme je vous l'ai dit, l'UNICEM, notamment les carrières, fournit ces matériaux pour les travaux publics et pour le bâtiment. Donc s'il n'y a pas d'activité dans l'un et dans l'autre, par voie de conséquence, l'activité des carrières diminue aussi. Donc on retrouve les mêmes difficultés. Et je partage le constat de Jean-Christophe. Beaucoup d'entreprises ont tenu le coup, on peut dire, en jouant sur la variable intérim, et puis arrivé à un moment où c'est plus possible. Donc on en arrive aujourd'hui à commencer, quand des gens partent à la retraite, à ne pas les remplacer, à essayer, parce qu'en fait l'activité n'est pas là, elle ne correspond pas aux besoins de l'entreprise en termes de salariés. Donc on est obligé, on sent des choses difficiles qui se passent chez les uns, chez les autres aujourd'hui. On voit quelques plans de licenciement qui commencent à arriver, et on voit aussi des trésoreries en grande difficulté dans les carrières. Dans le syndicat national du béton prêt à l'emploi, là c'est pareil. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait de la commande. Il faut qu'il y ait de la commande, qu'elle soit publique ou privée. On fait des bâtiments, on ne les fait pas. Il y a des logements qui sont faits ou pas. On voit que les chiffres des logements autorisés et en construction ne cessent de diminuer ces dernières années. Derrière, il n'y a pas non plus l'activité. Donc c'est pareil, le problème est le même. Alors il y a ceux qui fournissent, il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui aménagent, et puis il y a ceux qui conçoivent. Le constat est le même ? Oui, le constat est le même. Donc notre activité, elle est liée effectivement aux investissements publics et aux investissements privés. Concernant les investissements publics, ils sont clairement à la baisse. On voit bien la difficulté des collectivités locales et de l'État aussi à aller au bout de ses projets. Donc crise de la dette, on le sait bien, réforme structurelle en cours. On paye le fruit aujourd'hui de ces années de retard. Et puis je dirais aussi un secteur très important, l'investissement privé. On a fait perdre confiance aux investisseurs privés dans ce pays. Il faut faire attention à ça. La lisibilité fiscale doit être claire. On doit donner envie aux gens d'investir dans la pierre, parce que c'est plus rentable que l'assurance vie. Si on n'est pas dans ce schéma-là, effectivement,
notre profession, l'ensemble de la filière, à commencer par les architectes, les bureaux d'études, et puis toutes les entreprises derrière, manquent cruellement de travail. Jean-Christophe Louvet, ce qu'il faut préciser à ceux qui nous suivent, c'est que la commande publique, dans le secteur des travaux publics, c'est à peu près 70%. Je parle sous votre contrôle, bien évidemment, mais c'est environ 70% de vos chiffres d'affaires. C'est ça, oui, c'est plus de 2/3. La commande publique, alors je tiens à être clair là-dessus, puisqu'on m'en fait souvent le reproche. Ce ne sont pas des entreprises qui sont arrosées de subventions. Nous ne sommes pas des entreprises subventionnées, mais nous travaillons effectivement pour la commande publique. Nous sommes équipés et structurés pour travailler effectivement. Quand on construit un tramway à Angers, c'est de la commande publique. C'est de la commande publique. Lorsqu'on distribue de l'eau, lorsqu'on amène l'électricité, lorsqu'on construit un terrain de sport, on est dans la commande publique. Alors, 70% pour le TP, on est au-dessous en ce qui concerne le bâtiment. Oui, on est bien en dessous parce qu'il y a toute la clientèle de travaux de particuliers qui concerne les activités du bâtiment. Donc nous, on est en dessous de 50%, mais ça reste quand même très important. Et donc, on a aussi cette interaction avec la commande publique qui joue en notre défaveur actuellement. Alors, vous parliez les uns les autres des trésoreries des entreprises. On a atteint là une limite qui peut faire basculer certaines entreprises vers le dépôt de bilan, vers le redressement judiciaire, Jean-Christophe Louvet? Je le crains. On a tous déjà nos expériences propres dans l'entreprise, mais là aussi, l'équation est très simple. Lorsqu'on commence à vendre moins cher que ce que coûte la production, on va taper dans les réserves, et les réserves ne sont, et on le regrette, malheureusement pas des puits sans fond. Donc oui, et effectivement, c'est comme dans toute épidémie, ce sont les plus faibles qui vont... alors les plus faibles, pas forcément les plus mauvais, pas forcément les moins doués. Les entreprises les plus récentes, par exemple. Soit des entreprises les plus récentes, soit des entreprises qui, à un moment donné, avaient fait des choix, et je reparlais tout à l'heure de l'époque de 2008 qui suivait les 2005, 2006, 2007, qui étaient des périodes de forte croissance, des entreprises qui avaient fait des choix stratégiques que malheureusement, je dirais l'actualité et puis les orientations du moment sont venues sabrer purement et simplement. Je pense notamment, effectivement, à mes collègues des carrières qui sont sur des investissements au long cours, à une époque où, effectivement, le retour sur investissement à très, 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 très court terme n'a plus aucun sens avec le rythme économique de nos entreprises, ni d'ailleurs avec le rythme du temps politique d'ailleurs, qui vient en plus. Ça, on y reviendra bien évidemment, parce que je crois savoir qu'il y a quelques messages à faire passer. Derrière tout ça, il y a aussi des entreprises qui ont innové, qui se sont adaptées, qui font des efforts en matière de formation, et qui sont percutées de plein fouet par ce contexte économique. Oui, tout à fait. Alors, c'est un vrai paradoxe, cette affaire-là, puisque quand vous regardez le contexte, je vais prendre l'exemple du logement, qui est quand même un secteur clé. En France, on entend souvent dire qu'il faut 500 000 logements par an. C'est une réalité. Aujourd'hui, on n'en construit pas 500 000 par an, voilà, je le précise. Alors quand même, pourquoi ? Si on devait faire un très léger détail là-dessus, on est 66 millions d'habitants. On a un taux d'habitation de 2 personnes par foyer environ, en moyenne. Donc c'est 33 millions le parc de logements. Savez-vous qu'en France, c'est plus 450 000 naissances par an. Avec ce taux de 2 personnes par logement, mathématiquement, vous avez un besoin structurel de 225 000 logements par an. À cela, il faut ajouter nécessairement l'adaptation à la société, ce qu'on appelle la décohabitation, les familles qui se séparent. C'est également à peu près 220 000. On est mathématiquement à un besoin structurel en France de 450 000 logements minimum par an. On prend du retard aujourd'hui. Donc les difficultés des entreprises, le manque d'investissement va se répercuter sur la société. Mais il y a pire. C'est que la transition énergétique est complètement liée à cette affaire de logement. Aujourd'hui, en France, 45% des dépenses énergétiques, 45% sont dans le logement, dans l'habitat, tertiaire, logement. Le transport, c'est 32%, l'industrie, l'agriculture, c'est 25%. Aujourd'hui, c'est nos plus grosses dépenses sur lesquelles il faut jouer. Quand on connaît le déficit de la balance commerciale en matière d'énergie en France, ça veut dire il faut vraiment jouer là-dessus. L'État devrait réinvestir cette question fondamentale de l'isolation, de l'amélioration de notre parc existant, parce que figurez-vous, sur les 33 millions de logements dont je vous parlais, 2/3 sont des passoires thermiques. 2/3 dépensent plus de ce qu'on appelle 300 kW par mètre carré par an, donc alors qu'aujourd'hui, on sait construire à énergie positive, on sait construire à zéro. Donc quand vous pensez que 2/3 de notre parc, 21 millions d'unités d'habitation ou de tertiaire, dépensent plus de 300 alors qu'on sait construire à zéro, on voit que là, les enjeux d'avenir sont dans la filière.
Alors justement, Patrick Lecomte, avec ces chiffres impressionnants que vient de nous communiquer Laurent Rousset, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre intéressantes, ou tout du moins des perspectives tout à fait. Qu'il va falloir à un moment ou à un autre exploiter. Tout à fait. Les chiffres sur on va dire, on parle de la société, le nombre d'habitants par logement, la décohabitation. Ces documents-là avaient donné dans la profession des carriers en 2010 l'occasion de publier un livre blanc sur ce sujet et qui montrait que effectivement il y avait des perspectives d'évolution obligatoires, on va dire, puisque tant que la population est dans cette logique-là d'être moins nombreux par logement et d'avoir des enfants, fort heureusement pour la France d'ailleurs, eh bien on a besoin de ces logements tous les ans. Donc il y a ces besoins. Vous avez parlé tout à l'heure de formation et d'innovation. Je crois que tout à l'heure, les entreprises de vos secteurs font beaucoup d'efforts tout en à matière fait. d'apprentissage, en matière de formation dans les travaux publics. Tout à l'heure, Jean-Christophe Louvet le disait, les 3 ici sont membres de Novabule. C'est pas par hasard. Nous faisons tous dans nos entreprises de l'innovation pour répondre à ces besoins. Alors, besoin en rénovation thermique, on adapte les matériaux. Il faut changer parfois leur taille, il faut changer leur granulométrie, la composition des bétons, par exemple, pour le CNBPE, de manière à utiliser au mieux leur capacité pour répondre à la demande de régulation thermique pour pouvoir économiser. Donc on sait faire. Il y a ce savoir-faire. On a montré qu'on savait faire d'ailleurs. Et je voudrais rajouter un élément. On a eu 2 révolutions thermiques en 2005 et en 2012, dont toute la profession aujourd'hui a passé le cap. La prochaine, donc une vraie capacité à s'adapter, une capacité à répondre aux demandes. Et aussi à construire à coût maîtrisé. Là, la filière aussi réfléchit beaucoup sur ces questions de maîtrise des coûts de construction. C'est fondamental, on le sait. Les transports, la main-d'œuvre, les matériaux, ça coûtera toujours plus cher. Ça, c'est inéluctable. Il y a des solutions. On travaille de façon collective aujourd'hui, à la fois sur les méthodes de conception. On connaît tous ce qu'on appelle la révolution numérique aujourd'hui. Capacité à modéliser nos projets en 3 dimensions de façon très précise, et puis aussi en aval sur les chantiers, on le disait à l'instant, des nouveaux matériaux, des nouveaux concepts constructifs, tout cela va dans le bon sens pour gagner du temps. On va parler de chantier, je vous laisse conclure rapidement. Je voulais rajouter un aspect, c'était l'aspect social. On a parlé des entreprises et des difficultés des entreprises. Les entreprises, c'est des humains, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, des emplois. Et c'est aussi, à travers la formation, des savoir-faire qu'on a développés, notamment par rapport à ces nouvelles réglementations. Ça veut dire que quand quelqu'un est obligé dans une entreprise de licencier du personnel, il perd ses savoir-faire. Et on en aura besoin demain quand des choses vont repartir parce qu'on sait qu'il y a des perspectives. Et du coup, les entreprises seront en difficulté, il faudra reformer de nouveau des personnes. Donc on est vraiment à un tournant. On a besoin que se libèrent ces forces pour pouvoir avoir du travail et continuer à aller dans ce sens de l'innovation. Alors on va parler d'un autre éclairage, on va parler de normes et de réglementation. C'est un sujet qui passionne Régis Rousseau, puisque dans le secteur du bâtiment, on est, j'allais dire, confronté à ces normes, à cette réglementation, et on fera bien le distinguo avec vous, Laurent, en rappelant qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale, mais plutôt vous voudriez un peu de clarté et de lisibilité autour de ça. On va prendre un exemple concret d'un chantier qui se déroule actuellement du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui concerne un restaurant, et c'est une entreprise d'Avriel, à Sombat. Nous sommes allés sur le terrain rencontrer son gérant, qui nous a expliqué comment il tentait de faire cohabiter les différentes normes qui lui étaient imposées pour ce chantier. Voici le reportage. C'est très très compliqué, donc compliqué à notre niveau, au niveau des études, compliqué au niveau de la réalisation, parce qu'encore une fois on travaille sans filet, il y a pas de... on sait que ce qui doit être fait, on ne peut pas faire, faut pas aller au-delà. Donc oui, clairement c'est un casse-tête. Ouais. Franck David est intarissable sur le sujet. Et sur ce chantier d'un restaurant qui ouvrira prochainement à Saint-Barthélemy d'Anjou, il est quotidiennement confronté à ce problème des fameuses normes qu'il faut respecter, mais surtout faire cohabiter. Et c'est là, généralement, que les véritables difficultés apparaissent. On a nos normes, évidemment, à nous, là, concernant la maçonnerie, nos normes de construction, donc qui sont régies par nos DTU, et viennent s'ajouter à ces normes de construction beaucoup de choses, donc l'ART 2012, les normes pour l'accessibilité handicapée. Ici, on a une contrainte par rapport aux termites. Et donc il faut faire cohabiter toutes ces normes et puis essayer que la construction ressemble à ce qui était prévu à la base. Clairement, il faut faire des choix. Donc souvent le choix se porte sur l'accessibilité handicapée parce qu'il y a une sanction et puis que derrière on est contraint à on a une obligation de résultat. Et ce qui fait que le choix se porte souvent sur l'accessibilité. De temps en temps au détriment de notre propre réglementation. Dans ce maquis des normes, il faut donc faire des choix en sachant que bien souvent, la marge de manœuvre est quasi nulle.
Notre entrepreneur aimerait donc un peu plus de tolérance. Exemple avec la largeur des passages pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, pas une tolérance qu'on disait au dessin, ou pas une tolérance sur ce qui est sur les plans architectes, mais qui est une tolérance à l'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dise, bah voilà, monsieur, vous n'avez pas 140 cm, il y a 139,5, mais l'usage, il est garanti et clairement, l'accessibilité, elle peut être faite en fait. Alors Régis Rousseau, deux précisions. On a parlé de la RT 2012. Vous nous rappelez ce que c'est? Réglementation thermique 2012. Qui est entrée en application. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et on a parlé de DTU. C'est le document technique unifié. Ce sont les règles de l'art qui régissent chaque métier. Bon. Au-delà de ces deux précisions techniques, on a bien compris que sur les chantiers, il n'y avait pas d'opposition aux normes, aux réglementations, mais que c'était parfois un véritable casse-tête pour faire cohabiter tout ce qui vous était imposé. On va pas donner de chiffres, mais je crois que les normes, ça se compte en centaines. Elles n'arrêtent pas de s'empiler et je pense qu'il était quand même grand temps de faire une pause dans cet empilement de normes. On y réfléchit et vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a eu un colloque sur le sujet depuis maintenant un certain temps. La Fédération du bâtiment a porté sa pierre à l'édifice, a fait remonter à Thierry Mandon et à Guillaume Poitrinal, qui sont les personnes du gouvernement qui réfléchissent au sujet. Et d'ailleurs, j'espère, enfin en tout cas il est grand temps que maintenant on passe de la réflexion aux actes et que ces simplifications sortent pour nous permettre d'alléger le coût final de la construction, parce qu'in fine, c'est ce que l'on recherche, tout en conservant un basique normatif quand même encore raisonnable et qui protège les personnes à mobilité réduite, par exemple. Voilà. Alors, on n'est pas là pour enlever non plus toutes les normes et faire la jungle dans le bâtiment. C'est pas ça du tout, Laurent Rossel. Le but, c'est d'obtenir plus de clarté, plus de lisibilité pour que, effectivement, il n'y a pas d'opposition, je le disais tout à l'heure, fondamentale aux normes, à la réglementation. Complètement. Simplement, vous voulez un peu de cohérence. Voilà, il faut un peu de cohérence et puis il faut savoir interroger finalement toutes ces normes ou réglementations qui pourraient se superposer. Je ferai quand même un distinguo, si vous voulez. Si on s'intéresse vraiment aux gens, à la population, aux gens qui vont occuper les constructions qu'on réalise et qui vont utiliser les aménagements du territoire qu'on met en place, il faut se dire une chose simple. Quelles sont les réglementations qui sont favorables au produit final? Je pense par exemple aux réglementations qui garantissent la santé dans le bâtiment. C'était le cas de l'amiante. C'est extrêmement important d'avoir une réglementation qui permette de s'interroger là-dessus. Et puis la réglementation qui va être favorable à la qualité de l'isolation des projets que l'on livre. Vous voyez, quand on est aujourd'hui dans un problème de précarité énergétique, je parlais tout à l'heure du parc de 33 millions d'unités de logement, il faut savoir qu'il y a 10% de ce parc qui est considéré comme insalubre aujourd'hui, qui est inchauffable, qui est mal isolé. Qui pourrait s'opposer aujourd'hui à une réglementation qui favorise des logements neufs, d'une part très bien isolés, qui ne coûtent plus rien en énergie, qui peut-être demain d'ailleurs pourraient produire de l'énergie pour les autres, ça c'est aussi un sujet d'avenir, et puis qui vont aussi régir finalement la rénovation énergétique de nos bâtiments. Par contre, le tout sécuritaire dans ce pays, peut-être, il faudrait l'interroger. Quand on accumule des normes, ou plutôt des réglementations, qui n'ont qu'un seul but, c'est de verser dans un monde ultra sécuritaire, on se trompe de cible. Est-ce qu'il est plus dangereux aujourd'hui de laisser des gens dehors l'hiver parce qu'ils sont mal logés ou dans des conditions déplorables que je vais prendre un exemple simple, surferrailler un bâtiment pour le prémunir d'un hypothétique séisme dans une région qui est faiblement touchée, alors que déjà les réglementations de construction garantissaient sur ces constructions neuves une grande sécurité. Donc finalement, ce que vous demandez, c'est un peu de bon sens. Du bon sens. Et un peu de cohérence. Capable d'interroger ensemble, la profession le fait, ces normes, la Fédération française du bâtiment l'a fait. Je pense que là-dessus, le gouvernement, les élus sont à l'écoute. Je faisais juste le distinguo en disant les normes ou les réglementations favorables
aux produits, aux gens derrière, et puis celles qui sont dans l'ultra-sécuritaire sur lesquelles il faut s'interroger. Bon, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes difficultés dans le secteur des travaux publics? Elle se présente de façon un petit peu différente. Je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, nous sommes des constructeurs, des bâtisseurs. Notre action quotidienne repose à la fois sur de la connaissance, de la technique, voire de la culture, et un gros lot de bon sens quand même qui permet de mettre tout ça en œuvre. Donc effectivement, là, on a tendance à l'oublier et on a privilégié effectivement les premiers volets. Et aujourd'hui, effectivement, les normes deviennent inacceptables dès lors qu'elles sont contraignantes pour l'ensemble des parties qui interviennent dans l'acte de construire. Et aujourd'hui, on est quand même bien dans ce principe-là. À un point tel, et c'est aujourd'hui nous ce qui nous pose problème, c'est que bien souvent, la norme ou la réglementation nous arrive sans son mode d'emploi. Et que derrière, nous sommes obligés de nous prendre par la main. Alors c'est un travail important pour nos fédérations, de travailler pour mettre en musique ce qu'on vous impose. De mettre en musique ce qu'on nous impose sans forcément bien comprendre les objectifs. Les tenants et les aboutissants. Et les tenants et les aboutissants, tout à fait. Bon. Et là, on partage ça avec nos collègues des carrières. Je pense qu'il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui concerne quand même les travaux publics et le bâtiment. C'est justement, on a eu de grandes discussions sur des nouvelles normes qui peuvent se présenter, qui tournent autour de la pénibilité des travaux et qui rajouteraient une couche supplémentaire de complexification de nos métiers et qui automatiquement serait répercutée dans nos prix finaux. Alors, je voudrais qu'on parle du travail d'information que vous avez entamé, je pense notamment à vous, Jean-Christophe Louvet, auprès des élus locaux. Vous les rencontrez, que ce soit le président du Conseil général, je crois qu'il y a une rencontre très récente avec Christophe Béchu, président d'Angers-Loire Métropole. Quel est le sens de ces rencontres? Quels sont les messages que vous faites passer auprès des élus? Je rappelle que votre secteur d'activité vit grâce à la commande publique à hauteur de 70%. Tout à fait. Alors, le sens de notre message est très simple. Si nous n'allons pas défendre notre cause auprès des élus, personne ne le fera à notre place. On a la modestie de connaître le poids économique et l'intérêt du grand public. Quand vous dites poids économique, par exemple, est-ce qu'on peut donner un chiffre sur la région? Alors le poids, le département, comme vous voulez. Oui, le chiffre que je vais vous donner, 17 000 emplois. Donc on est. Ça c'est pour la région. Ça c'est pour la région. Je parle sur la région. Sur le Pays de la Loire, sur le Maine-et-Loire, 3 200 salariés en temps normal. Alors j'avoue qu'aujourd'hui avec les fluctuations, j'ai un petit peu de mal puisque ça change. C'est la zone le chiffre que l'on va donner. C'est le chiffre. Donc l'objectif de toutes ces démarches a été d'aller présenter la situation des entreprises, bien sûr, de la profession, mais surtout, je reviens sur ce qu'a dit Laurent Rosset au début de son intervention, de la filière. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus du tout sur un seul point. On n'est pas monolithique, on ne peut pas défendre, il est hors de question de défendre nos intérêts. Mais il faut bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve et l'impact que ça aura, que pourrait avoir, je dirais, le prolongement de la situation actuelle. Alors, effectivement, j'ai nos amis carriers qui sont là aujourd'hui, ils seront les premiers touchés, ils sont au premier rang de nos fournisseurs. Mais vous avez parlé de formation tout à l'heure, et j'avais eu l'occasion d'autres temps de dire que la crise serait mesurable au nombre de licenciements qu'on engagerait dans les organismes de formation. On est à la veille de le faire. Comment peut-on demander aujourd'hui, à une époque où on veut pousser de 500 000 apprentis supplémentaires, demander à des entreprises qui sont en train de se demander ce qu'elles vont faire de leurs salariés, de former et d'embaucher des jeunes et de faire former par des gens dont l'emploi devient de plus en plus précaire et de plus en plus incertain. C'est un non-sens. Et bien évident que les entreprises, malgré tout le sens et tout l'esprit de la responsabilité sociale, voire sociétale qu'elles peuvent avoir, elles ne peuvent plus avancer dans ce sens-là. Et là, pour le coup, c'est toute la filière. Le président Oxiette est venu faire sa rentrée dans un centre CFA des travaux publics à Saint-Herblain. C'était tout début septembre. Il est venu ensuite à Angers pour venir reprendre les mêmes propos auprès de nos collègues du bâtiment. Il est clair que le message a été entendu. Maintenant... Vous attendez des actes ? Absolument. J'étais aussi aux universités du MEDEF, donc j'ai bien entendu en direct le Premier ministre. Maintenant, on a compris les discours, on a bien entendu. Maintenant, quand est-ce qu'on passe en mode exécution ? Et ça, c'est l'urgence de l'urgence. Les délais de carnet de commande actuellement n'emmènent pas la moitié des effectifs à la fin de l'année. Bon, alors il y a peut-être un élément qui complique la donne, c'est la fameuse réforme territoriale, parce qu'on ne sait pas ce que seront les collectivités dans les 2 ans qui viennent. On en a dit quelques mots avec Jacques Farison, et puis on va poursuivre notre discussion avec nos invités sur notre plateau. Ce qui vient un peu compliquer encore le paysage, puisqu'on pourrait estimer qu'une fois que les élections municipales sont placées, que les équipes sont en place, que les communautés de communes ont des moyens d'action aujourd'hui qui existent, on serait sorti du problème. Bon,
la réforme territoriale est en cours. Il se pose des questions sur les régions, sur l'existence des départements. Transfert de compétences dans des domaines qui nous touchent, transfert de compétences sur le domaine des routes, sur le domaine des collèges, sur le domaine des transports, donc des activités sur lesquelles nous intervenons pour le compte de la collectivité. Donc, jusqu'aux élections du mois de juin, bien, ça va être un petit peu stand-by, pas de décision. Donc ça devait dire effectivement un stade pratiquement insupportable pour nos entreprises. Patrick, vous vouliez compléter ce qu'a dit Jean-Christophe Louvet. Il a parlé de filière. Effectivement, nous sommes en amont de la filière. Nous venons apporter les matériaux qui vont servir à la construction des routes, des bâtiments. Et nous sommes confrontés, nous aussi, à des questions de réglementation avec des modes d'emploi qui ne sont pas livrés, avec un manque de bon sens parfois. Comment, concrètement? C'est la difficulté d'accès à la ressource. Que ce soit à terre, que ce soit en mer, il est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir une autorisation de carrière. Or, il y a deux choses. Un, c'est la logique géologique qui fait que le gisement, il est là, il n'est pas ailleurs, on ne peut pas choisir où on fait les carrières. Et le deuxième sujet, c'est que c'est quand même une activité, les carrières, de proximité. Ça ne peut pas être délocalisé, les emplois. Ça veut dire que c'est une valeur ajoutée sociale, économique, dans le territoire, pour la construction du territoire. Donc on a quand même des atouts, un certain nombre d'atouts qui peuvent être mis en avant et qui n'attendent que de se développer en fonction de ce qui peut être choisi comme plan d'action et comme programme de construction, par exemple. Bon, moi, je voudrais quand même qu'on parle des perspectives d'avenir, parce qu'il y a le tableau que vous nous avez dressé comporte un certain nombre d'inquiétudes, on l'a bien compris, mais il y a des choses sur lesquelles, des leviers sur lesquels vous allez pouvoir agir pour faire en sorte que ce secteur d'activité rebondisse. Alors il y a un chantier dont on parle beaucoup, Jean-Christophe Louvet, et je sais que vous avez un avis très tranché sur la question, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'on fait avec Notre-Dame-des-Landes? Alors Notre-Dame-des-Landes est une erreur géographique, effectivement. On aurait mieux fait de le construire à Arles, comme ça, elle aurait été la bien nommée et le problème aurait été réglé. On n'a pas de chance, elle est chez nous, c'est à Nantes. En fin de compte, c'est typiquement le chantier qu'on ne voit pas venir et qu'on ne verra pas, semble-t-il, venir tout de suite. Et là, c'est grandement dommageable, puisque moi, je comptais énormément sur Notre-Dame-des-Landes pour prendre le relais des travaux de la ligne grande vitesse Le Mans-Rennes, qui va là trouver son terme dans sa partie grands travaux, gros aménagements à la fin de l'année. Et j'avais besoin de ce programme-là et de ce projet-là pour faire les transferts de personnel, notamment, que je m'étais engagé à faire avec le président Oxiette. Donc celui-ci, oui, je le défends aujourd'hui pour une raison fort simple. On est là sur un projet qui a aujourd'hui plus de 30 ans. Si vraiment la France n'est pas capable de faire éclore un projet après 30 années, il faut arrêter de faire des projets et il faut nous envoyer sur d'autres métiers. Et il faut qu'on explique à nos salariés que plus rien n'est possible chez nous. Bon, il nous reste quelques minutes seulement à passer ensemble. Je voudrais qu'on parle des raisons d'espérer. Laurent Rosset, quelles sont, là, dans ce tableau que vous nous avez dressé, les lueurs d'espoir sur lesquelles vous vous appuyez pour se dire, finalement, on a quand même bien fait de choisir ces métiers et on fait bien de défendre ce secteur d'activité. Tout à fait. Alors, les premières lueurs d'espoir, c'est déjà la cohérence de notre filière. On est tous ensemble sur ces questions. On parle souvent de la troisième révolution industrielle. Je vais en dire un mot. On voit aussi une jeunesse très intéressée sur nos métiers aujourd'hui, métiers du BTP. Et en fait, les raisons en sont simples. C'est le secteur qui va être le plus intégrateur des nouvelles technologies d'avenir. On nous questionne beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, sur l'aspect énergétique de nos bâtiments, l'isolation. Il va y avoir aussi l'aspect stockage énergétique. Vous savez qu'en France, pour l'après-pétrole, dont on aura tous besoin, on a des possibilités de réaliser du stockage énergétique au sein de nos villes, au sein de nos bâtiments. Vous avez tous entendu parler des villes connectées, des villes intelligentes. Il y a une très très belle expérience en cours avec Smart Grid Vendée, où on essaye de stocker l'énergie renouvelable qui est intermittente. Le vent souffle pas tout le temps, le soleil ne brille pas toujours, mais on est de plus en plus capable de stocker cette énergie. Et puis au-delà de tout ça, il y a aussi le vieillissement de notre population. Donc il va falloir adapter des logements. Les besoins, il y a tout un travail à faire en matière de domotique. En Pays de la Loire, vous savez qu'on a aussi une attractivité de notre territoire pour les personnes retraitées. Ça veut dire la domotique. J'espère avoir la cité, on parlait des projets à faire, la cité des objets connectés à Angers, qui interroge ces questions-là, la domotique dans le logement. Bref, on a aujourd'hui dans nos métiers, bien sûr des matériaux pour construire, des matériaux de base, mais aussi une grande intelligence nécessaire pour concevoir ensemble avec des technologies qui sont embarquées aujourd'hui et qui rendent nos bâtiments de plus en plus attractifs, confortables, intelligents,
connectés. Vous voyez, tout ça, ce sont quand même des secteurs très intéressants. Finalement, la révolution qu'a connue le transport, l'automobile dans les années passées, est en train de pleinement arriver dans nos secteurs. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et la jeunesse ne se trompe pas. Vous savez qu'en Pays de la Loire, elle a été vice-lauréate du concours Solar Décathlon à Versailles, concours international étudiant. Une équipe constituée donc ça veut de dire toutes que les vous avez écoles de la région s'est investi. C'est plus de 60 étudiants. Ils sont deuxièmes sur l'habitat durable du futur, avec des matériaux recyclés, avec une très faible consommation énergétique, voire zéro, avec une capacité à être construite très vite. Tout ça, c'est des champs d'avenir, d'expertise qui sont extrêmement emballants pour la jeunesse. Et ça nous donne, à nous, entrepreneurs, finalement, encore une capacité et des perspectives d'avenir. Il faut pour cela, Régis Rousseau, que les entreprises soient encore là pour relever ces challenges. Il y a un cap à passer ? Il y a forcément un cap à passer. C'est pour ça qu'on pousse peut-être un peu ce cri d'alarme. Je pense que maintenant, les politiques l'ont entendu et qu'on va vraiment essayer de tous tirer dans le même sens. Et d'ailleurs, pour compléter les propos de Laurent, je pense que la crise a au moins ça de bon, c'est qu'on a tous compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'on mette nos projets ensemble sur la table et qu'on arrête de travailler plutôt qu'on arrête ce mode séquentiel de travaux pour passer à un mode plus collaboratif. Et vraiment, je crois que ça commence à intégrer l'ensemble des têtes de tous nos entrepreneurs. Et je vois bien déjà, via la Fédération du bâtiment, toutes les interactions qui existent entre les entreprises. Ouais, Patrick Lecomte, quel est le message que l'on peut faire passer aux salariés des entreprises que vous représentez, parce qu'effectivement il peut y avoir, on le comprend, légitimement des inquiétudes. D'abord, l'UNICEM partage les constats qui viennent d'être évoqués, soyons clairs. Deuxième sujet, les entreprises sont prêtes, dans nos métiers aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait des formations, on a adapté nos matériaux, donc on est prêt à relever les défis du futur. On sait que ça va venir, on sait qu'il faudra le faire. Après, voilà, il faut qu'on passe ce cap difficile qui est celui d'aujourd'hui. Encore une fois, je pense aussi que les politiques ont entendu nos messages et je pense ça va se déclencher. On va voir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent ce relancement de notre activité qui nous permettra de répondre aux besoins de la population. C'est quand même ça notre objectif principal. Ouais. Alors, on va clore dans quelques semaines cette année 2014, dans quelques mois. Les perspectives, elles sont vraiment compliqué pour vous, Jean-Christophe? Les perspectives sont compliquées puisqu'effectivement, tout projet qui n'est pas budgété ne peut pas démarrer. Et là, on a un vrai sujet, notamment avec l'abandon de l'écotaxe qui devait financer cet outil AFIT, donc, qui devait effectivement aider les programmes de type tramway, par exemple. Et là, pour l'instant, tous ces projets-là sont quand même en berne. Par contre, derrière, à plus long terme, mais à un terme qu'on n'est pas capable d'évaluer, oui, puisque tout l'entretien qu'on ne fait pas, on renouvelle actuellement les réseaux d'eau, que ce soit usés ou potables, à un horizon de 150 ans. 150 ans. Normalement, le seuil, c'est 75. Donc c'est bien. Enfin, je dirais, on voit qu'on prend un tel retard qu'il va falloir effectivement accélérer la cadence. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a le souci. La fibre optique reste à distribuer. C'est un projet et on est tous d'accord pour dire, et on connaît tous ces chiffres, on parle de 2 milliards et demi de travaux immédiats. Et là, les projets sont en passe d'être financés. Sur la route et sur les moyens de communication et de mobilité, tous les projets sont en place. Il suffit d'aller se perdre sur le périphérique nantais le matin à partir de 8h. Si on n'a rien d'autre à faire, c'est parfait, on peut y rester un petit moment. Donc on voit bien, les points noirs sont connus, les nécessités sont connues. Il ne manque qu'une seule chose, 2 choses, la volonté politique de faire et la capacité à le financer. Mais là encore, les outils existent et quand on prépare, effectivement, quand on investit dans l'avenir, j'ai entendu l'autre jour, c'est Orsena qui disait ça, un pays qui... Éric Orsena, l'auteur. Éric Orsena, l'auteur, a dit l'autre jour, un pays qui n'investit pas et qui continue de dépenser malgré tout, n'aime pas ses enfants. Investir dans notre profession et dans nos professions, c'est déjà prouver aux générations futures qu'on a un peu de respect pour elles. Bon, juste en 40 secondes, Jean-Christophe Louvet, je cadre bien l'exercice. Qu'est-ce que vous dites à un jeune là qui s'interroge et qui se dit cette filière elle m'intéresse mais il y a des inquiétudes? Il faut venir puisqu'en fin de compte c'est une chance. C'est une chance pour les jeunes d'arriver dans une profession qui est en difficulté. Ils ne se baigneront pas de 12 illusions, ils rentreront tout de suite dans la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quand même l'alpha et l'oméga de la réussite dans nos métiers. Non, Régis Rousseau, même message? Même message, moi je dirais que pour aller encore un peu plus loin, je ne leur dis pas faut venir, ils viennent déjà. Rien que dans mon entreprise, la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans et
et c'est assez extraordinaire au niveau de l'ambiance qui y règne. Et je rejoins aussi les propos de Laurent, on est dans les nouvelles technologies en permanence. Bon. En tout cas, messieurs, merci d'avoir témoigné sur ce plateau. Je sais que le sujet est parfois difficile à évoquer. Parler des difficultés que connaissent les entreprises, ça n'est pas toujours évident. En tout cas, vous avez fait passer, j'en suis persuadé, un certain nombre de messages. La semaine prochaine, dans l'Écho de l'Anjou, nous parlerons d'insertion avec notamment la présence sur notre plateau de Christian Gillet, le président du Conseil général de Maine-et-Loire, parce que vous savez que le Conseil général de Maine-et-Loire finance très largement ces entreprises d'insertion. Merci à tous de votre fidélité à Angers Télé. L'Atoll vous a présenté votre magazine L'Écho de l'Anjou. L'Atoll Angers-Beaucouzé, 60 magasins dédiés à l'univers de la maison, la déco, la mode, la famille, les loisirs et la restauration. L'Atoll, un nouveau monde de shopping.